c'est parti. Bonjour à toutes, à tous. Voilà, nous sommes tous les trois ici, Loubna, Axel et moi, Lucille. Et en fait, on s'est réunis dans ce parc Pic à Vanves, juste à côté des grands immeubles d'ailleurs dans lesquels habite Axel. Moi, j'habite juste à côté aussi. Bon, voilà. Et notre idée, c'est de discuter sur l'écologie. Pourquoi est-ce qu'on a envie de discuter sur l'écologie? Parce qu'on a l'impression que quelque part, l'écologie peut apparaître parfois confisquée, qu'elle n'est pas celle de chacun d'entre nous. Et au fond, on avait envie de se raconter chacun les histoires ou la manière dont on aime l'écologie, dont on la ressent, une écologie de notre sensibilité, de notre quotidien, et ce qu'on a envie de faire pour faire en sorte que l'écologie grandisse dans la société, que notre planète soit préservée. Voilà, donc c'est sans prétention ce qu'on va raconter, c'est sans aucune prétention, mais c'est chacun avec ses mots à lui. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Oui, surtout qu'en plus, on n'est pas arrivé à l'écologie de la même manière. Exactement, parce qu'on a des histoires différentes et c'est vrai que quand on s'est recroisés sur cette campagne, c'était intéressant de croiser aussi les expériences. Moi, je ne suis pas arrivée à l'écologie comme ça du jour au lendemain, c'est devenu une évidence parce que je suis devenue mère et que j'ai commencé à m'inquiéter de la santé de mes enfants, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils respirent. Mais pendant longtemps, c'était pas, j'avais pas le sentiment que c'était un combat pour moi. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Oui, effectivement. Axel, toi, tu as 16 ans. Tu as l'âge des lycéens qui défilent. Oui, je suis en seconde et j'ai 16 ans. Ouais. Donc, effectivement, je ressens la même chose. Enfin, c'est-à-dire que l'écologie, ça reste important. C'est un sujet assez sensible aujourd'hui. Et puis même, comme vous dites, il faut savoir ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Et ça reste important de s'informer puis de préserver la planète parce que, c'est pour les générations futures. Et ça reste très important. Pour que ça soit pour moi ainsi que mes futurs enfants. Tes futurs enfants? Oui, t'as encore le temps. Oui, je sais, mais faut c'est bien, tu es déjà un peu un père. Oui, effectivement. Oui, non, vraiment. C'est-à-dire que moi, la planète, ça me touche énormément et c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de choses pour pouvoir la préserver et la protéger. Voilà. Moi, ce que je trouve, c'est que parfois on parle de l'écologie d'une manière très compliquée. C'est normal, c'est compliqué, c'est complexe, il y a beaucoup de sciences, il y a des faits, des chiffres, il y a des courbes qui d'ailleurs sont souvent angoissantes. Et en même temps, là, on s'est mis dans ce parc et ce qu'on ressent, c'est la façon dont la nature est vitale aussi pour, je sais pas comment le dire, pour notre bonheur. Donc moi, je cherche tout le temps dans ma quête écologique comment est-ce que je peux trouver les mots pour faire ressentir à la fois ce que je suis dans l'intimité, dans la spiritualité, dans le projet de vie que j'ai, et par ailleurs me mettre dans quelque chose qui me dépasse infiniment. C'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on mange, mais c'est aussi quelque chose qui nous dépasse et c'est ça. Au-delà de la question du climat, moi je suis très sensible à la question de la nature. Oui, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en plus on est dans un pays qui est quand même, on parle beaucoup des grandes villes, mais en réalité 70% des territoires sont des territoires ruraux, ou en tout cas il y a beaucoup de nature. Et j'ai apprécié découvrir toute cette beauté, ces régions qui sont impressionnantes, que ce soit les Cévennes, que ce soit la Normandie ou bien la Bretagne ou le centre de la France. Et c'est vrai qu'on a des paysages magnifiques et qu'aujourd'hui, il faut être en mesure de pouvoir les préserver et de se dire qu'on va pouvoir continuer à se nourrir aussi grâce à cette terre. Parce que moi, ce qui me désole, c'est de me dire qu'avant, on avait un lien direct avec celles et ceux qui produisaient. Et quand je parle de celles et ceux qui produisaient, je parle des agriculteurs. D'ailleurs, la première fois qu'on a rediscuté sur la campagne, Loubna, tu m'as raconté comment tu vivais pas loin d'une ferme à Dijon et en fait, en une génération, ou en 10-15 ans, ça a complètement la différence d'âge qu'il y a avec ton petit frère, la ferme a disparu, vous aviez le lait à la ferme, etc. Et vous n'étiez pas spécialement bourgeois. Non. Mais c'est vrai qu'on avait culturellement, en tout cas pour les familles immigrées, les hypermarchés, tout ça, ça n'avait pas de sens chez nous. On a toujours été directement chez le boucher, chez le primeur, chez le vendeur d'olives ou d'épices. Mais je veux dire, l'hypermarché, culturellement, ça n'existait pas. Et donc, quand ils sont arrivés en France, mes parents, et pas
pour toutes celles et tous ceux qui me ressemblent, ils ont tout de suite été chercher les agriculteurs. Ouais. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai marché. Ouais. Et donc, elle venait, là, moi je me souviens, le dimanche soir, tous les dimanches soirs, on avait la laitière qui venait directement en bas de la cité, nous ramener le lait frais, qu'elle avait trait quelques heures avant. Parce qu'on aime bien le lait caillé et qu'elle savait qu'en tout cas il y avait de la clientèle pour ça. Comme on allait directement à la ferme pour aller récupérer le poulet, la viande. Et puis un jour Lidl est arrivé. Et puis c'en était terminé. Vraiment, moi à partir des années 90. Quand il y a eu l'explosion des hypermarchés, alors qu'on mangeait bien, qu'on mangeait sainement, qu'on mangeait pas de viande industrielle, qu'on mangeait pas de nourriture transformée, que tout était préparé. Et on est passé à la nourriture de maman ou la nourriture de nos grands-mères, à la nourriture en surgelé dans les micro-ondes. Ouais. Toi, Axel, qu'est-ce que tu penses, toi? Bon, moi, j'ai pas connu les années 90, mais bon. Merci de me rappeler que je suis vieille. Les deux mères sont là, elles sont avec toi, Axel. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai que moi, après, on a connu le marché. Enfin, c'est-à-dire que moi, je vais très souvent au marché avec ma mère faire les courses parce que ça reste important de manger des produits qui viennent directement d'agriculteurs, que ça soit proche de l'Île-de-France ou loin. Et puis même, après, c'est vrai que les supermarchés, c'est plus présent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on y va très souvent pour acheter, que ce soit une petite marchandise ou des grandes marchandises, parce qu'on y va très souvent. Et oui, mais aussi pour l'écologie. Ça, je voulais aussi en parler. Ça reste en France, mais aussi ailleurs qu'en France. Ouais, ailleurs. Ça reste très. Enfin, moi, vraiment, ça me touche quand je vois la déforestation, par exemple, à Sumatra ou en Amazonie, ça reste vraiment, moi ça me touche énormément, et savoir qu'on on fait rien pour lutter contre ça. Enfin, il y a certaines associations qui s'y mêlent et qui essayent de changer les choses, mais ça reste encore trop faible, et puis même faudrait que ça soit quelque chose de mondial, c'est-à-dire que moi quand je vois qu'on rase des forêts entières pour faire des champs de soja en Amazonie, ou que ça soit en Sumatra avec des huiles de palmier, des palmiers, moi franchement sincèrement tu ça manges me plus de Nutella, c'est ça? Non, moi par contre j'ai vraiment fait des gros efforts par rapport à ça. Je prends plus de chewing-gum, franchement moi par exemple quand je vois que ma mère elle fume, je prends une bouteille et non, mais quand on est dans la voiture et je lui dis tu jettes tes mégots dans la bouteille, et ensuite j'irai la jeter ailleurs, parce que je supporte pas que elle le jette en dehors de la voiture, voilà. Et puis même je mange plus de Nutella, je prends plus de chewing-gum, vraiment tout ce qui pourrait être contre la nature, je le prends pas, et je fais très attention à mon alimentation aussi. Finalement, tu vois, ça va être c'est vous qui allez nous donner donner l'exemple. C'est vachement bien. Moi, quand j'étais même plus jeune qu'Axel, j'ai habité en Indonésie, et mon père était botaniste. Et il m'a emmené dans ces forêts de Sumatra, de Bornéo en fait. Et je me rappellerai toute ma vie, d'abord de cette semaine passée dans cette forêt incroyable et sangsue. On n'a pas vu d'orang-outans parce que déjà ils étaient en extinction. Déjà à l'époque, donc c'était il y a 40 ans. Et en revanche, on était dans une exploitation forestière japonaise et on tuait les arbres. Et moi, j'avais pas la conscience que tu as aujourd'hui. C'est ça qui me frappe, c'est que quelque part, j'avais pas conscience du fait qu'il fallait préserver cette forêt. Je la trouvais magnifique. Après, elle était moins menacée à l'époque. Mais en fait, quand même, en une génération, il y a quelque chose qui a progressé chez toi par rapport à ce que moi je portais, qui est qu'aujourd'hui, tu es hyper plus mobilisé que moi je l'étais, alors que même j'étais dans cette forêt. J'y ai vécu. J'ai pas vécu, non, je suis pas un orang-outan, mais j'ai marché des journées entières. J'ai éprouvé la beauté de ces arbres cathédrales. C'était incroyable. Ah oui, non, vraiment, c'était même c'est pour ça que tu as raison de parler d'ailleurs. Oui, franchement, oui, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'en France, on prend plus ça au sérieux. C'est-à-dire que voilà, il y a des sociétés derrière. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas pris à la légère, mais je veux dire, dans certains pays du monde, c'est quasiment abandonné. On n'y fait même plus attention. Et en fait, ça fait que s'accentuer de plus en plus. Et franchement, moi par exemple, quand j'étais plus jeune, on parlait pas trop de l'écologie en général, même de la déforestation, etc. On prenait pas ça du tout au sérieux. Mais mais au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'on y parle beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, ma mère, par exemple, qui est algérienne, etc. Et mon père qui est turc, je veux dire, ils y prêtent pas vraiment attention. Et aujourd'hui, je veux dire, ma mère, elle vient, elle m'en parle, etc. Elle me dit, j'en ai vu. Mais c'est grâce à toi, peut-être. Peut-être grâce à moi, ça c'est sûr, mais je veux dire, elle m'en a déjà parlé. Écoute, j'ai vu cette émission à la télé, t'en penses quoi? Elle me questionne énormément. Même mon père, il prend
voilà, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de tous les jours. Enfin, vraiment, ça reste très important. Mais ce qui est incroyable, c'est que de toute façon, la mobilisation, elle n'est pas propre à Paris, à l'Île-de-France, etc. En Algérie, il y a eu des mobilisations contre le gaz de schiste qui ont été historiques. Oui, Ou même au Maroc sur la préservation de la Méditerranée, oui. ils sont très engagés là-dessus. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, pourquoi il y a une vraie conscience, c'est parce que ces 20 dernières années, on a vu l'accélération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vu. On l'a constaté et c'est normal que tes parents aujourd'hui, contrairement à ma génération ou celle d'avant, prennent conscience que ces enjeux-là ne sont pas des enjeux juste de confort, mais de survie même en réalité. Oui, c'est vrai, Moi j'ai vécu un truc, j'ai été à la COP22 au Maroc, là, donc juste après la COP21 en 2016, et ce qui était intéressant, et j'ai pas ressenti ça en Pologne, hein, c'est qu'il y avait une espèce de mobilisation de la société marocaine qui était incroyable, parce que c'est quand même une société encore paysanne et conservatrice, mais sur le truc du plastique par exemple, il y avait l'histoire de réussir à utiliser moins de plastique, et ça marchait. C'est ça qui était... Surtout culturellement, c'est un vrai enjeu le plastique au Maroc, parce que ça pollue toutes les plages, il y en a partout, les gens avaient l'habitude de les jeter, voilà, et de les laisser, alors qu'en France on a quand même, on sait que quand on part de la plage on nettoie derrière soi, et c'est vrai que là-dessus en ces 5 dernières années ils ont fait un travail sur le plastique qui est impressionnant, parce qu'il faut changer les codes, il faut changer les habitudes, et c'est pas évident quand tu as chez les jeunes c'est plus facile, mais chez les plus vieux c'est plus compliqué. Mais qu'est-ce que tu dirais toi Axel par rapport à ces mobilisations de lycéens, parce que moi en fait Axel est très ami avec mon fils, et moi il y a un ami commun là qui fait toutes les mobilisations là à Bruxelles, et ils ont eu cette discussion sur mais au fond est-ce que ça sert à quelque chose, la mobilisation, sur quoi est-ce qu'elle peut déboucher? Qu'est-ce que tu penses toi par rapport à nous, par rapport à ce qu'on peut faire ensemble, comment ça doit bouger? Bah, en tout cas, pour moi, ces manifestations, elles servent forcément à quelque chose, parce que même à Bruxelles, moi, j'y étais présent, j'y suis allé à une. Oui, parce que ton père habite à Bruxelles. Oui, voilà, exactement. Et donc, du coup, moi, j'y ai participé, même à Paris, je suis allé avec de nombreux amis, et on a pu manifester pour cette cause-là, surtout que ça reste... Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je trouve ça bien qu'aujourd'hui, tout le monde se manifeste, c'est-à-dire que ça soit à Bruxelles, à New York, à Paris. Enfin, je trouve que c'est quelque chose... À Sydney. Oui, à Sydney. Oui, c'est vrai, à Sydney aussi. Et vraiment, moi, je trouve ça... Enfin, vraiment, c'est super. Et oui, pour moi, ça change les choses, parce que ça change les codes, comme elle a dit Loubia. Et vraiment, ça change les codes et ça reste important, parce que, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si aujourd'hui, de plus en plus jeunes, on s'en rend compte, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va donner ces habitudes-là à nos propres futurs enfants. Et tu crois pas qu'il faut surtout les donner à tes parents? Et à mes parents aussi. Parce que là, tu parles d'enfants qui sont encore dans la virtualité. Ce qui compte, c'est les parents, et puis j'allais dire aussi ceux qui sont au pouvoir, non? Oui, exactement. Mais c'est ça que j'allais dire. J'aimerais. Non, mais sincèrement, c'est vrai qu'ils commencent à être réveillés, tes parents. Oui, non, mais c'est vrai. Bien travaillé. Franchement, oui. Franchement, je suis fier de moi. Mais bravo. Non, franchement, je suis fier de moi. Mais non, parce que c'est vrai, on n'en parlait pas du tout avant. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un chewing-gum dans la rue. Enfin, ma mère ni personne ne m'y reprenait. Enfin, je veux dire, voilà. Mais vraiment, moi, ça m'énerve. Hein. Ça m'arrive de me disputer en voiture parce que ma mère jette un mégot sur la route. Enfin, genre, vraiment, ça fait une grosse dispute. Enfin, bref. Du coup, voilà, moi, je suis content que ces manifestations par exemple, avoir lieu. c'est drôle que tu engueules ta mère. Et moi, j'ai vu des discussions entre mes 2 enfants parce que ma fille commence à devenir végétarienne, et mon fils, lui, il veut manger de la viande. Ils ont eu des discussions sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on a des débats sur des choses qui avant ne se posaient pas du tout, en fait. C'est ça qui est incroyable. Exactement. Tu fais les courses, ça devient compliqué parfois, parce qu'il y en a qui ont décidé de choisir ça. Sur le sujet de ce que je mange, donc ce que je suis, il y a une discussion qui s'est éveillée qui est énorme. Oui, non, ça c'est vrai. Je t'ai interrompu sur le politique. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais après, voilà, les hommes politiques, les femmes politiques, j'allais le dire. Enfin, je veux dire, les gens qui sont au pouvoir, après, voilà, ça montre que même les jeunes générations, elles réalisent cette cause-là et qu'il faut bien changer les choses. C'est ça que, en fait, le premier message qu'on a voulu... Mais est-ce que, par exemple, tu te verrais... du coup, la question du droit de vote, comment tu pèses, quoi, c'est un truc qui est important. C'est des manifestations politiques, mais c'est vrai qu'il faut aller. Enfin, moi, je pense qu'il y a un truc. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Enfin, moi, je me pose la question pour moi. Hein. Oui, effectivement. Bah oui, non, mais je suis complètement d'accord. Après, pour aller plus loin, bon, en tout cas, nous, on est encore jeunes, donc on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment aux gens qui sont au pouvoir qui doivent changer les choses. Alors, vous faites les manifestations, ça interpelle les responsables politiques, ça interpelle les parents. Ça interpelle toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas voir, parce qu'en fait, la peur fait qu'on ne veut pas voir
On veut pas voir qu'on est au bord de l'effondrement. On veut pas voir que d'ici 10 à 15 ans, c'est peut-être la fin. Et donc, c'est pas toujours facile de regarder la réalité dans un miroir. Donc, heureusement que vous êtes là, parce que cette réalité, elle devient une évidence. Et puis, parce que vous criez, vous l'hurlez haut et fort. Puis il y a un truc d'égoïsme en fait, c'est-à-dire que c'est intéressant qu'Axel ait rappelé que quelque part c'est ceux qui sont les plus fragiles. Tu vas en Afrique subsaharienne, enfin je veux dire les zones où tu pourras habiter, où tu pourras te nourrir, elles sont en train de se restreindre tous les jours. Quand tu habites à Paris, quelque part tu peux nier le réchauffement climatique. C'est encore beaucoup moins vrai. Et encore, quand tu vois toutes les crues d'année en année, moi j'étais impressionnée de voir la Seine. Oui, moi aussi. C'était ces pluies qui n'en finissaient pas, la Seine qui Mais déborde. si tu habites au bord de la mer ou à la montagne, tu le vois plus. Oui, je suis d'accord. Parce que là, on est dans un monde urbain qui nous protège d'une Tout à certaine fait. manière. Donc il faut aussi qu'on pense à tous ceux qui sont déjà les îles submergées. Enfin, il y a quelque chose autour de retrouver de la générosité aussi. C'est-à-dire que de la l'écologie, solidarité, du partage, c'est une manière aussi de dire mais on fait attention à ce qui est en train de se passer hors de France, hors de chez nous, hors du confort. Même si, il ne faut pas minimiser qu'on est en danger. C'est-à-dire on parlait des crues, mais les pics de pollution à répétition, c'est quand même la troisième cause de mortalité, la pollution. Et celles et ceux qui en payent le plus lourd tribut, c'est les classes populaires, parce que c'est elles qui habitent dans des cités HLM, traversées par une autoroute, le périph', une voie express. Et tu le vois avec les particules dans les appartements, tu vois les reportages de femmes, de mères de famille qui n'osent plus ouvrir les fenêtres parce que les enfants respirent mal. Je veux dire, c'est un vrai fléau. Et je voudrais dire un truc un peu technocratique. Vas-y. C'est que je veux me laisser aller. C'est que ça a un coût énorme. C'est-à-dire que le coût de l'inaction écologique en termes de santé, il est énorme. Il y a toutes les morts prématurées. Il y a toutes les consultations médicales. Il y a les médicaments. Il y a une santé qui est ruinée. Il y a une espérance de vie en bonne santé qui est en train de diminuer. Donc il y a un vrai sujet. Évidemment, elle diminue davantage quand tu appartiens aux classes populaires, disons-le, quand tu habites à côté du périphérique, quand tu habites dans des logements qui sont mal isolés. Le saturnisme aussi. Enfin, il y a une question qui a été soulevée, c'est vrai, le mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas le réduire seulement à la question de la taxe carbone. Il y a quelque chose, c'est un mouvement qui ne s'est pas dit anti-écologique, parce que quelque part, il y a l'idée qu'il ne faut pas que l'écologie d'abord soit réduite à une taxe, mais surtout qu'elle soit confisquée par ceux qui ont les moyens. Donc nous, on a aussi à s'intéresser d'abord à ceux qui souffrent des pires maux par rapport à l'écologie, mais qui n'ont pas les moyens d'y réagir, comme on vient de le dire, sur l'alimentation, sur la santé, voilà. Mais je voudrais quand même mettre une petite note d'espoir, parce que c'est vrai que le constat est quand même assez dramatique, et ça nous rappelle chaque jour combien la tâche est pas évidente. Mais quand je vois des mouvements de jeunesse, vraiment, je me dis, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espoir. C'est-à-dire qu'en fait, le GIEC a rappelé qu'on a entre 10 et 12 ans pour réagir. Grâce à vous, peut-être qu'on va pouvoir réagir plus vite. Parce que tout seul, quand je dis vous, je parle de la jeunesse, seul, c'est pas une bataille qu'on doit mener seul, c'est une bataille qu'on doit mener collectivement. Et le fait que tous les vendredis, il y a des rendez-vous réguliers pour dire ça suffit, maintenant, il faut agir. Je pense que ça va nous donner une vraie force de frappe pour pouvoir mettre en place des vraies politiques qui vont pouvoir répondre à ce qu'on vient de se dire, y compris pour les classes populaires. Je veux dire, c'est celles qui polluent le moins et c'est elles qui en souffrent le plus. Et ça, pour moi, c'est la pire injustice, et c'est pas possible que on ne réagisse pas parce qu'en réalité, parce qu'on sait pas, la force des lobbies est tellement impressionnante et finalement, je crois que nous, on est plus fort qu'eux. Il y a aussi un truc sur l'espoir, parce que c'est ça sur lequel Loubna parle. Moi, dans ce parc, par exemple, j'ai vu revenir un héron parce qu'on s'est mis à s'occuper différemment de la nature et des plantes. C'est-à-dire qu'il faut aussi se rappeler que la biodiversité et la nature, elle est en grand danger, et que si on arrête de faire certaines choses, il y a une capacité de régénérescence, de résurrection, employons un mot qui est énorme. Donc moi, il y a ça aussi qui me semble important. Il y a nos mobilisations, mais il y a aussi la mobilisation qui émergera de tous ceux qui ne sont pas des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à revenir et à ressusciter de la nature que moi je trouve assez... Et c'est vrai que moi, l'émotion que j'éprouve quand je vois un héron au bois de Meudon, ou quand j'en vois un à fortiori dans le parc, c'est vrai. c'est un truc qui me fait...
Il y a quelque chose qui se passe en moi. Ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai qu'avant il y en avait plein et au bout d'un moment il n'y en avait plus du tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps effectivement, enfin même moi j'en ai revu un, c'est vrai, enfin ça change beaucoup de choses au final. Et puis même, enfin je veux dire, il n'y a pas que nous parce qu'on parle de la nature en général, mais aussi les espèces qui sont en voie de disparition. Et puis même, enfin je veux dire, ils sont touchés, c'est-à-dire pour la nourriture par exemple, j'ai vu sur les bords, les côtes françaises, qu'il y avait de plus en plus de dauphins qui venaient mourir, qui étaient repêchés, etc. Alors que ils ont même plus quoi de se nourrir en fait, parce que les mers on fait que de les vider chaque jour. Enfin, ça, ils se prennent dans les filets aussi. Oui, exactement, ils se prennent dans les filets. Et franchement, moi je trouve ça vraiment égoïste de notre part, en sachant qu'on peut faire. En fait, c'est ça le pire, c'est qu'on peut, mais on le fait pas. C'est vraiment ça. En fait, c'est ça qui, par exemple, moi m'énerve et je trouve ça super agaçant. C'est qu'on peut, mais on le fait pas. C'est incroyable et vraiment je comprends pas comment on peut dormir normalement sur sur ses deux oreilles, alors que aujourd'hui il y a des animaux qui font que de mourir chaque jour sur les bords de plage, alors qu'avant ça n'existait pas. Et puis même par exemple à Paris, moi il y a quelque chose qui me choque. Par exemple les bus, il y en a qui sont électriques, c'est super, qui sont en biogaz, etc. Franchement je trouve ça génial. Alors qu'avant ça n'existait pas. Je veux dire vraiment. C'est vrai. Mais il y a quand même certains bus qui restent, par exemple le 89 ou 58, je vois une étiquette 4 sur le bus. Moi je trouve ça un peu choquant quand même pour la ville de Paris. C'est plutôt qu'il faudrait utiliser moins sa voiture. Et oui, non ça c'est vrai, mais pourquoi? Oui, mais c'est pour ça que je dis voilà, mettre aussi des transports en commun électriques, ça serait encore mieux. Il faut plus de transports en commun. Voilà, effectivement. Oui, puis il faut arrêter la centralisation, c'est-à-dire que tout part par le centre. Quand tu habites, tu veux être banlieue, pour aller en banlieue c'est hyper compliqué, tu es obligé de repasser par Paris. C'est clair. Tu veux dire. Non, mais il y a un problème sur le réseau de transport. Mais c'est vrai que la question Vanves, par exemple, est une ville qui avait beaucoup de poésie, de charme, quand on voit les photos, même du milieu du XXe siècle. Et elle a été détruite par le fait de construire des routes qui sont en fait des routes traversantes pour accéder à Paris. Donc on a détruit, par exemple, il n'y a pas de centre-ville à Vanves parce qu'elle est traversée par des routes à deux voies. C'est vrai. Et tous les matins, à côté de chez moi, moi je suis asphyxiée par le gaz des voitures parce que tout le monde va à Paris dans sa bagnole. Donc c'est vrai qu'il y a un truc aussi, c'est pas seulement quand tu es dans ta voiture que tu sois tout seul, c'est qu'on a construit les villes, on les a détruites même, on a détruit leur capacité d'échange, le fait qu'on ait envie d'être dans la rue, d'avoir des commerces, etc. pour la voiture. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je disais, c'était un peu taquin, mais je disais, mais il faut penser aussi que la voiture, ça a conduit à un aménagement du territoire qui est quelque part à déshumaniser. Et qui pose des problèmes de santé par ailleurs. Mais il y a un truc aussi sur le fait que nos villes sont plus des villes. C'est-à-dire que quand tu es en proximité d'une grande agglomération comme Paris, quelque part, tu as juste le droit de te soumettre à la voiture. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est bien dit. Non, c'est clair. La voiture a pris, si t'as pas de voiture, tu es condamné à rester là où tu habites. C'est quand même assez. Surtout quand t'es en plus. Et ça, je me rappelle aussi, dans la petite couronne, première fois que j'étais à Bondy, je me suis perdue parce que j'avais l'impression que je tournais dans les rues de Bondy et je trouvais pas de panneau pour me dire où aller. Et c'était pas comme d'être dans un village où je me serais retrouvée, mais j'avais l'impression que quelque part aussi, les routes, la voiture avait pris possession de la ville et que tu pouvais pas en sortir. C'est encore plus exacerbé en province. Alors maintenant les transports se sont un peu développés, mais moi je me souviens quand j'étais plus jeune, à partir de 20h, il n'y avait plus de bus. T'habites, voilà, je suis originaire de Dijon, et pour la petite information. Et c'est vrai que c'était si t'avais pas de transport, si t'avais pas la voiture, en fait tu pouvais pas vivre, tu pouvais pas faire de courses, tu pouvais pas te déplacer, les bus allaient pas partout. Maintenant ça, voilà, il y a le tramway qui a été construit il y a pas longtemps, donc il y a quand même vachement développé les transports en commun. Donc comme quoi c'est possible quand on veut et quand il y a de la volonté politique. Mais c'est vrai que si tu n'avais pas de voiture, tu n'existais plus socialement. C'est-à-dire tu ne pouvais pas aller boire un verre, tu ne pouvais pas aller au cinéma. C'est ce qu'ont dit les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont prisonniers de leur voiture quelque part. Ils sont prisonniers de leur voiture pour pouvoir vivre. Et donc ça, c'est pas de leur faute. On a construit un système qui fait que sans ta voiture, tu peux pas vivre. En fait, c'est un truc qui est énorme. Je vois qu'on est absolument intarissable sur le sujet. Sur les récits d'écologie, les récits de vie, etc. Je pense qu'il faut peut-être qu'on s'arrête un peu, mais on peut continuer comme ça encore 2 heures. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, le combat n'est pas fini. Les urgentistes sont au taquet. Exactement. Urgence, écologie. Non, mais c'est vrai en plus. Je suis tout à fait d'accord. On s'arrête.